Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une émission tout à fait particulière avec Madame Sarah Laporte-Daube, psychologue clinicienne qui suit toutes nos émissions. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en contact. Il faut la remercier déjà qu'elle soit une fidèle auditrice. Hein. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et Madame Laporte-Daube, il y a quelques mois, nous a proposé un sujet un peu délicat. On a eu longtemps hésité. Le fait que une approche guerrière qu'on pensait d'un autre temps revient aujourd'hui au premier plan. C'est l'utilisation des femmes et le viol des femmes dans les conflits modernes. Et Alain, je vous laisse développer avec notre invité parce que c'est vraiment compliqué. Oui, effectivement, avec Sarah Laporte-Daube, on a discuté pendant un certain nombre de mois parce que le sujet est passionnant, il est pratiquement jamais traité, il fait peur à tout le monde, et pourtant c'est un sujet fondamental parce que c'est une vraie dérive de notre société et il convient, comme tout ce qui dérive de la société, de les identifier et d'en parler pour que les gens comprennent et les gens les remettent en cause un certain nombre de choses. Alors, sur le problème du viol comme arme de guerre, on vient d'avoir une démonstration malheureusement éclatante, après beaucoup d'autres, on évoquera beaucoup de sujets, mais le 7 octobre. Le 7 octobre, des gens du Hamas, du djihad islamique et d'autres habitants de Gaza, puisqu'il y en a eu pas mal d'autres, semble-t-il, sont sortis du territoire, du périmètre de Gaza, et ont attaqué, entre autres, il y a eu d'une part une partie militaire, ça, importante, sur 3 camps militaires, mais il y a eu une partie contre les kibboutz. Et dans les kibboutz, ce fut l'horreur, et une des composantes maximales de l'horreur, ça a été le viol d'un certain nombre de femmes qui étaient sur place, dans des conditions épouvantables, comme chacun sait. Alors, là, on s'est dit, ça y est, là, on est au cœur du problème que nous voulions évoquer, donc on va y aller. Et donc, on a invité Sarah Laporte-Daube, parce que c'est elle, la spécialiste, elle travaille là-dedans depuis des années, c'est vraiment elle connaît ce domaine particulièrement bien. Et donc, à travers notre discussion, j'espère qu'on va vous faire émerger un certain nombre de problèmes de notre société moderne et sur lesquels il faut faire très attention, il faut se mobiliser, parce que c'est très grave. Et ça peut être un ferment de décomposition d'une société quand on ne sait pas faire respecter un minimum de valeurs et un minimum de règles. Sarah, bonjour d'abord. Bonjour. Le viol comme arme de guerre, on a vu, je le disais, le 7 octobre, mais c'est loin d'être le seul cas dans ces dernières années. Il y a plein de guerres qui se passent un peu partout, et a priori, dans beaucoup d'entre elles en tout cas, ce genre de pratique se répand. Tout à fait. Merci d'abord de m'avoir invité. Et en effet, le viol comme arme de guerre, c'est quelque chose, c'est un élément des guerres plutôt contemporaines, puisque même si le viol a toujours existé au sein de la guerre, depuis que la guerre existe malheureusement, ce qui est nouveau, ou en tout cas ce qui date du XXe siècle, c'est vraiment cette notion que c'est une arme. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'une stratégie militaire et que le viol est donc un viol systématique. Les soldats vont violer de manière systématique les femmes parce que c'est un ordre de leur hiérarchie militaire. Et ça vise quoi? Ça vise en fait une forme d'expansionnisme territorial, c'est-à-dire en fait de faire partir les populations, parce que il y a une caractéristique des violences sexuelles, c'est que les violences sexuelles, ça génère de la honte, de l'humiliation. Et donc, d'une certaine manière, avec le viol comme arme de guerre, c'est comme un usage rationnel et pensé, planifié, d'une émotion irrationnelle, cette honte associée aux violences sexuelles qui repose
sur les victimes et non pas sur les auteurs, hein, malheureusement. Oui. Et c'est ça, en fait, qui se met en place. Et donc, finalement, le viol comme arme de guerre, les caractéristiques, c'est que souvent, c'est commis devant l'ensemble de la communauté ou devant la famille, hein, de la femme ou de l'enfant concerné, voilà, de manière à vraiment humilier la communauté et détruire la communauté en détruisant le corps de la femme. Et puis, donc, il y a aussi une cruauté particulière, hein, qui va particulièrement loin, avec notamment des mutilations génitales, des tortures, Oui. des choses comme ça. Et donc, ça, eh bien, quand est-ce que ça a été utilisé pour la première fois? Alors ça, c'est un peu, je dirais, le travail des historiens, mais il semblerait que ce soit au niveau de la bataille de Nankin, hein, donc par l'armée japonaise contre les femmes chinoises. Hein, Oui, ça a été affreux. c'est ça. Général, oui. Ouais. Et donc, il y aurait eu à ce moment-là entre 20 000 et 80 000 viols systématiques de femmes lors de cette bataille-là. Et puis ensuite, ça a été utilisé au moment de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit par les nazis quand ils sont allés en Russie, puis ensuite par l'armée rouge. Hein, Ils sont arrivés à Berlin. c'est ça, aussi, tout à parce que fait. Ça a été terrible. Mais alors, ce qu'on voit effectivement, c'est que ce que vous disiez, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est un peu systématisé, parce qu'on l'a vu, alors en Afrique, on l'a vu très souvent, mais pas seulement. Comme arme de guerre, c'est quand ils reçoivent l'ordre de le faire. C'est ça. C'est pas en fait quelque chose qui relève de la pulsionalité C'est ça, parce qu'il y a individuelle. aussi toujours, dans les guerres, il y a toujours De eu toute façon. des viols des individus qui, pour des raisons diverses, violaient les pauvres femmes qui étaient en face. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est ce qu'on dit bien, c'est lorsque c'est un ordre donné, allez-y, parce que ça va humilier, ça va semer la terreur, ça va semer la peur, et ça va encourager les gens à partir, hein, ou à être asservis. Pour revenir un petit peu à une vision un petit peu géographique des choses, Oui. donc, effectivement, ça a été utilisé, cette stratégie militaire-là, en ex-Yougoslavie, par exemple. Oui. Ça a aussi été utilisé lors du génocide rwandais, puis ensuite lors des guerres en République démocratique du Congo, et puis au XXIe siècle aussi, dans toutes les guerres très médiatisées, hein, en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen, et puis, comme vous le disiez, en Afrique subsaharienne aussi, au Mali, au Nigeria, au Soudan, en Éthiopie. Donc voilà, donc il y a plein de zones dans le monde qui sont concernées par ce phénomène, et on peut dire qu'on peut avoir l'impression que ça se développe, ça se répand. C'est comme une nouvelle façon de faire la guerre, hein, qui est absolument terrible et qui malheureusement est de plus en plus, qu'on retrouve de plus en plus dans les différents conflits. Il semblerait même qu'en Ukraine ce soit également le cas, même si bien sûr quand c'est des guerres très récentes et actuelles, il faut toujours être bien sûr un petit peu prudent. Oui, parce il faut qu'il y a faire le temps de attention l'enquête. aussi, parce que la propagande de Bien tous les sûr. côtés, hein, on l'a vu, la Eh oui. propagande, il faut s'en méfier comme de la peste. Hein. On revient sur cette fameuse terreur, hein, parce qu'indiscutablement, quand on annonce des viols de masse, ça crée la peur, et donc du coup, ça manipule l'opinion, hein, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut être toujours tout à fait prudent quand c'est des conflits actuels du fait de la propagande. Mais là, tous les conflits que j'ai cités Oui. auparavant, c'est des enquêtes. Ah non, mais c'est prouvé, voilà, ça a été non, mais c'est bien. établi. Et on le prouvera dans les conflits actuels, Ouais. c'est évident. Hein, pour le moment, on a besoin de valider, mais malheureusement, on s'apercevra que c'est malheureusement vrai. Ouais. Dans les conflits que vous venez de citer, est-ce qu'il n'y a pas une dimension ethnique? C'est-à-dire qu'on va rabaisser au maximum l'ethnie concernée, et même, je dirais, entre les Russes et les Allemands à l'époque, c'est-à-dire, à un moment, on a rabaissé les Russes, parce que je crois que les Allemands n'avaient aucune considération pour les Russes, Ah, c'est et sûr, inversement. et réciproquement, oui. Et en Afrique, pareil, c'est peut-être une question aussi ethnique, alors Alain Julie connaît bien l'Afrique, mais où vraiment c'est une arme pour nier l'existence de telle ou telle ethnie. C'est une arme de guerre, mais une arme de guerre psychologique même. Regardez Boko Haram, par exemple, quand ils raptent des quantités de jeunes filles dans une école pour les marier de force. C'est quoi? C'est du viol, hein. C'est du viol collectif, hein. On peut l'habiller ça comme on veut, hein. Alors les gens vous disent « Ah, ils ont été enlevés pour être mariés ». Non. C'est un viol collectif, organisé, structuré. Hein. Il y a vraiment ces deux dimensions possibles. Hein. Je vous remercie pour votre réflexion, parce qu'il y a effectivement la notion d'expansionnisme territorial, et si vous voulez, je pourrais prendre un exemple, mais il y a aussi la question ethnique. Et là, par exemple, on l'a vu avec les Yézidis, hein, lors de la guerre avec Daesh, lors de l'invasion de Daesh du Sinjar en 2014, où effectivement, eh bien, les hommes ont été tués, les hommes yézidis, mais les femmes et les enfants ont été kidnappés pour en fait servir d'esclaves
esclaves sexuels, que ce soit pour les combattants de Daesh ou pour être vendus sur des marchés aux esclaves. Et donc l'ONU en 2021 a reconnu que ça avait participé, le viol comme arme de guerre, au génocide en fait, qui a une dimension génocidaire. Oui, mais alors ce qui m'avait surpris à l'époque, quand on a appris effectivement ce qui se passait avec les femmes yazidis, vendues à l'encan sur les places, on faisait un bond en arrière de 1000 ans, ça paraissait absolument invraisemblable, et pourtant c'était vrai. Ce qui m'a étonné, c'est que justement les bons esprits chez nous n'en parlaient pas. Ça, c'est une question qui me préoccupe toujours, c'est pourquoi un certain nombre de gens qui sont souvent, pourtant, toujours prêts à protester quand les choses ne se passent pas comme ils voudraient, ferment les yeux devant des monstruosités pareilles. Parce que quand même, les femmes en esclavage vendues à l'encan sur les marchés pour se mettre mariées avec moyennant finance avec des terroristes d'Al-Qaïda ou des autres organisations terroristes, c'est un peu gênant, non? Le viol comme arme de guerre, c'est malheureusement très peu médiatisé, on en parle très peu dans les médias, alors que beaucoup de femmes sont concernées et ce sont des tragédies terribles. Alors comment vous expliquez, vous, alors, avec votre expérience, vos analyses, comment vous expliquez qu'il y ait si peu de réactions? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Dans certains cas, c'est parce que peut-être c'est des conflits dont on ne souhaite pas parler, dans certains cas particuliers. Et puis, je pense que pour d'autres cas, c'est aussi lié à la spécificité des violences sexuelles, c'est-à-dire que c'est quand même un sujet qui est très tabou. Voilà, effectivement, beaucoup de gens sont mal à l'aise à l'idée de parler de ce sujet-là. Et donc, je pense que c'est un peu c'est un peu mis sous le tapis. Et alors que justement, malheureusement, le silence est l'allié des violences sexuelles, et qu'il est justement très important de pouvoir en parler. Et peut-être je voulais rebondir sur le deuxième exemple qui est là, alors peut-être en partie ethnique, mais beaucoup lié aussi à une stratégie territoriale. C'est l'exemple de la République démocratique du Congo, puisque lors de la deuxième guerre du Congo, donc de 98 à 2003, mais depuis finalement cette guerre, elle ne s'est jamais complètement arrêtée. Elle continue tout le temps. On l'a évoqué dans plusieurs émissions, donc elle continue malheureusement. Elle n'est pas finie. Et donc là, il y a eu des centaines de milliers de femmes et de petites filles qui ont été victimes de viols systématiques. Et c'est encore le cas aujourd'hui, la situation n'est pas réglée. Et là, ça illustre la notion de stratégie territoriale, parce qu'il faut savoir que dans le nord et sud Kivu et l'Ituri, c'est des secteurs miniers en fait, très riches, où effectivement, on va découvrir notamment du coltan et d'autres minerais. Coltan, c'est ça, qui peuvent être ensuite pillés par des nations proches de la République démocratique du Congo pour être vendus, parce que ça va servir pour les téléphones portables, pour les ordinateurs, etc. Et en fait, ce qui explique les spécialistes un petit peu de la République démocratique du Congo, c'est que en réalité, il s'agit, même s'il peut y avoir beaucoup de haine ethnique derrière tout ça, il y a quand même aussi cette dimension de pouvoir faire fuir les communautés. C'est-à-dire, c'est vraiment créer un maximum d'humiliation pour que les gens s'en aillent, pouvoir raser les villages et à la place, et bien faire des mines. Et d'ailleurs, Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018, et qui est donc le médecin qui répare les femmes, c'est le titre du film de Thierry Michel, justement, sur ce sujet-là, donc qui, justement, est gynécologue et fait des opérations pour les femmes qui sont mutilées sexuellement. Eh bien, il réclame à ce que l'ONU puisse agir, parce que l'ONU a quand même des enquêtes, notamment le rapport MAPI, qui permettrait de pouvoir sortir de l'impunité et pouvoir juger les criminels de guerre de cette deuxième guerre du Congo, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ONU, il y a la MONUSCO qui est sur place, mais qui n'est pas efficace, qui ne fait pas grand-chose. Mais à côté de ça, il n'y a pas grand-chose qui est fait en réalité pour mettre fin à ce scandale, en fait. Là, pour nos auditeurs, parce que cette histoire de la République démocratique du Congo, on l'a évoqué, nous l'avons évoqué dans plusieurs émissions, mais pour bien rappeler le cadre, il ne faut pas oublier que cette guerre du Congo qui dure a eu beaucoup plus de morts que ce dont on parle en Ukraine, et bien entendu que ce dont on parle en Israël. C'est une guerre qui, le nombre de morts est considérable. Il dépasse largement les plus de 500 000 morts. C'est une guerre qui, au départ, est simplement une guerre organisée par les pays limitrophes, il faut les nommer, le Rwanda et l'Ouganda, mais surtout le Rwanda, avec les compagnies minières occidentales qui veulent mettre la main sur des minerais très intéressants actuellement, comme vous l'avez dit, pour les portables et pour de l'électronique, qui sont le coltan et le cobalt. Et donc,
Tout l'objectif, c'est de contrôler cette zone du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo, de la contrôler de manière à ce que tout le minerai ne soit pas exploité par le Congo, mais depuis le Rwanda, d'où il est exporté vers le reste du monde. Et entre parenthèses, le Rwanda n'a pas de mines, et pourtant c'est un très gros exportateur de coltan, ce qui signe, si vous voulez, le coupable signe sa faute. Et pour y arriver, comment c'est fait? Eh bien, ces pays, les compagnies minières, financent des milices, le M23 pour être précis, le M23 qui est dans la zone et qui sème cette terreur que vous évoquiez et qui, par tous les moyens, veut pousser les gens à partir, d'où le régime de terror que vous évoquiez. Donc on a là un ensemble dont personne ne parle, parce que, bien entendu, il y a des intérêts des Occidentaux, les compagnies minières, ceux qui sont derrière et ainsi de suite. Il y a des intérêts des industriels parce qu'ils récupèrent le coltan et puis en plus ça se passe en Afrique, dans un coin perdu. Donc après tout, c'est pas si grave que ça. Eh bien si, c'est grave. C'est grave parce que, comme vous le disiez, il y a des quantités de morts et il y a des femmes en quantité incroyable, comme vous le disiez, par centaines de milliers qui se font violer, violer et revioler, et des femmes et des enfants. Enfin, c'est monstrueux ce qui se passe par là-bas, personne n'en parle. Donc c'est vraiment, je crois que c'est un bon exemple, et que vous avez raison de le citer, parce que c'est un bon exemple de ce qui peut se passer et dans lequel nous fermons les yeux totalement. Autant nous sommes sensibles à ce qui se passe chez nous, autant alors là, on se ferme les yeux, on ne veut pas savoir. C'est loin, on ignore. Eh bien non, nous sommes tous concernés. Je crois qu'on peut dire des choses comme ça. Tout à fait. Donc ça, c'est effectivement cette histoire comme arme de guerre, c'est vraiment quelque chose pour faire régner la terreur, pour humilier, comme vous le disiez, c'est une horreur. Le problème, je crois que là-dessus, vous avez beaucoup à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que le viol en arme de guerre. Le viol est quelque chose qui, dans nos sociétés, est en train de se développer sous différentes formes, plus ou moins réelles, plus ou moins officialisées, ou pas. Je crois qu'on peut évoquer un peu ça, parce que là, vous êtes confronté à tout ça vous-même. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'en 2023, j'ai fait un podcast sur les violences sexuelles. Comment il s'appelle, votre podcast? Avis de psy. Ah, voilà. Voilà, sur les violences sexuelles. C'est ça. Et c'est en faisant ce podcast que je me suis rendu compte que, alors qu'avec MeToo, on peut avoir l'impression de ces dernières années qu'il y a vraiment un progrès, une prise de conscience, et que on va uniquement vers du mieux, en fait, la situation est beaucoup plus contrastée que ça, puisqu'on peut se rendre compte que de manière concomitante, en fait, il y a d'autres mécanismes en jeu qui font qu'au contraire, les violences sexuelles, elles augmentent de manière dramatique. Alors, quels sont ces mécanismes en jeu? Eh bien, il y a par exemple l'avènement d'Internet, qui fait que ça a explosé au niveau de la pornographie violente, de la pédopornographie, l'augmentation des contenus, et qui ont un impact aussi sur les passages à l'acte réel, donc c'est un vrai problème. Et puis, avec la mondialisation, il y a l'augmentation des mobilités. On peut penser notamment aux migrations. Les migrations sont très dangereuses pour les migrantes, qui se retrouvent vraiment en situation de grande vulnérabilité par rapport à ces violences sexuelles notamment. Et puis, on peut aussi penser dans les mobilités au tourisme sexuel. Justement, parlons des migrants. Parce que, effectivement, là aussi, les gens ne savent pas du tout ce qui se passe. Il faut bien reconnaître, parce qu'on ne veut pas le savoir. Nous, on voit les migrants comme des gens qui sont dans une barque qui va chavirer, en train d'aller en Méditerranée, vers l'Italie ou Lampedusa. Enfin, Lampedusa, c'est aussi l'Italie. Mais c'est pas ça, les migrants. Parce que les migrants, ce qu'on oublie de dire, c'est que pour arriver jusque-là, et pour pouvoir monter dans le bateau, il faut que les migrants payent à chaque étape beaucoup d'argent, et que les migrants sont exploités, sont traités souvent comme des esclaves, et pour les femmes, en particulier, elles peuvent subir le pire. C'est ça, tout à fait. En fait, pour les femmes, effectivement, la route de la migration, elle est très dangereuse. Et ça, c'est préoccupant parce qu'il y a de plus en plus de femmes migrantes et les routes restent très dangereuses. On peut dire qu'il y a deux phénomènes qui font que les routes sont dangereuses. Il y a les passeurs qui sont dans un abus de pouvoir et puis il y a les abus dans les camps de réfugiés. Alors, si on prend déjà les passeurs, il est vrai que parfois, les femmes payent, et elles payent cher pour pouvoir passer, mais les passeurs qui sont en situation de force en profitent quand même pour abuser et dire vous passerez pas sans rapport sexuel, ou alors même vont devenir des proxénètes, exploiter sexuellement ces femmes. C'est ce qu'on dit dans certains coins, il paraît dans certaines zones
en particulier en Libye, hein, Ouais. les femmes sont exploitées un certain temps avant de les laisser embarquer sur les bateaux. Il s'agit bien d'exploitation parce que Ah le ouais. rapport de force est tellement inégal entre le passeur et la femme migrante que, effectivement, c'est vraiment de l'exploitation sexuelle qui s'accompagne de violences et donc c'est extrêmement traumatisant pour ces femmes. Et puis il y a le problème des camps de réfugiés également. Oui, et ça, c'est un problème qu'on ne parle pas parce que ça gêne beaucoup. Oui, Et alors qu'il faut le citer aussi, oui. parce que c'est une réalité malheureuse, mais c'est une vraie réalité. Tout à fait. Et donc, ces camps de réfugiés, malheureusement, ne sont pas du tout adaptés pour accueillir des femmes dans la sécurité, puisque en général, il n'y a pas d'éclairage nocturne, les sanitaires ne sont pas adaptés, c'est-à-dire qu'elles sont mixtes. Et évidemment, la nuit, le noir la nuit, et puis des sanitaires mixtes, ça favorise le passage à l'acte dans la violence. Et donc, beaucoup de femmes se font aussi agresser, que ce soit par les gardiens ou que ce soit par d'autres migrants au sein de ces camps de réfugiés. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire vis-à-vis de toutes ces problématiques-là? Il faudrait qu'il y ait vraiment une démarche de sortir de l'impunité pour les passeurs, qu'il y ait beaucoup plus de coopération entre pays de transit et de destination pour qu'on ne laisse pas faire ça, qu'il y ait vraiment des enquêtes et sortir de l'impunité. Il faudrait aussi mettre un peu aux normes ces camps de réfugiés, y compris en Europe. La justice est souvent inadaptée par rapport à ce genre de problème, parce que on va juger un viol qui est commis dans le cadre chez nous ou ailleurs, mais par exemple, lorsqu'on va parler de migrants et de problèmes de migrants, on ne va pas aborder ces problèmes-là. Peut-être par méconnaissance, peut-être aussi parce qu'on n'a pas envie de s'ajouter encore d'autres problèmes à ceux qu'on a déjà. Mais le résultat, c'est que ça passe à travers et que c'est impuni. Oui, tout à fait. Personne n'en parle. Ouais. Il y a une espèce de tabou là-dessus. Alors justement, puisque vous parlez des migrants, je voyais un chiffre l'autre jour, c'est sur le tourisme sexuel, où je suis resté effaré. J'ai découvert que 10% des touristes dans le monde pratiquaient le tourisme sexuel. Alors le tourisme sexuel, c'est une forme de viol, c'est clair. Tout à fait. Puisqu'on va faire chez les autres ce qu'on n'a pas le droit de faire chez soi. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce qu'il paraît que ça se développe, le tourisme sexuel. C'est effarant. Ouais. Pour des sociétés qui se veulent des sociétés rationnelles, raisonnables, respectables, les sociétés occidentales. Alors ça se développe, c'est vrai, mais je dirais dans les sociétés où traditionnellement c'était déjà là avant, comme l'Europe effectivement de l'Ouest, l'Amérique du Nord ou le Japon, mais ça se développe aussi avec des nouvelles clientèles telles que les Chinois, les Russes ou encore les Coréens, qui se retrouvent aussi dans ces nouvelles clientèles. Et puis alors quels sont les pays de destination? C'est le Sud, le soleil, avec beaucoup l'Asie en fait qui est touchée. On peut citer les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, évidemment la Thaïlande avec Pattaya. Ouais. Le Cambodge, c'est beaucoup tous ces pays-là. Et puis il y a un petit peu aussi au Sénégal, un peu à Cuba, République dominicaine. Donc voilà un petit peu les lieux et où effectivement ça se développe de plus en plus. Et tous ces pays-là, ils se retrouvent un petit peu tiraillés entre protéger leur population locale en étant un petit peu sévères, en punissant effectivement ces comportements pénalement répréhensibles. Mais ça leur rapporte beaucoup. C'est ça. C'est que c'est une source de devises très importante. Et quand vous êtes un pays pauvre et que ça vous rapporte beaucoup de devises, la moralité risque d'en prendre un coup, non? Malheureusement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait beaucoup plus coopérer avec ces pays. Alors, qu'est-ce que fait déjà la France et que font déjà d'autres pays occidentaux? C'est des lois extraterritoriales qui permettent de pouvoir instruire des enquêtes sur des clients qui sont des ressortissants, par exemple français, et qui vont faire du tourisme sexuel, mais seulement quand c'est de la pédocriminalité. Oui, voilà, j'allais vous dire. Alors, on va y arriver, parce que ce tourisme sexuel, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'organisation internationale pour lutter contre ça. Alors, il y a l'Organisation mondiale du tourisme, quand même, qui est affiliée à l'ONU. Et elle s'est mise à contrôler un peu ça, quand même? Seulement quand c'est de la pédocriminalité. Il faudrait aussi qu'il y ait plus d'actions pour lutter contre le tourisme sexuel qui cible les femmes. Pourquoi? Parce que ça crée aussi cette notion d'une femme qui est en fait une marchandise comme une autre. Finalement, c'est le tourisme. Donc, il y a les loisirs. Je ne sais pas, on va faire de la plongée, par exemple. Et puis, il va y avoir le tourisme sexuel. Finalement, la femme est complètement objectifiée comme un objet de loisir. Oui. Donc là, il y a quelque chose dans cette marchandisation du corps des femmes qui est abjecte et qui demande à ce qu'il puisse y avoir des actions à l'international. Donc c'est bien de prioriser effectivement sur la pédocriminalité, mais il faudrait aussi davantage lutter et en coopération avec ces pays contre la criminalité que subissent aussi les femmes. Une question là-dessus, c'est de savoir s'il n'y a pas des pays ou des zones du monde dans lesquelles la culture locale fait que c'est mieux toléré qu'ailleurs.
Je pense à la Thaïlande. Bon, moi, ça m'a toujours fasciné. La Thaïlande, tout le monde savait que c'était devenu un endroit de tourisme sexuel de tous ordres, depuis fort longtemps d'ailleurs. Hein. Et la question, c'était dans le fond, est-ce que c'est normal? Comment ça a pu se développer là-bas aussi vite par rapport à d'autres zones du monde? Est-ce que c'était parce que la culture locale était moins répréhensive par rapport à ça, ou parce que les Occidentaux ou d'autres l'ont imposé, hein? Je pense à la Thaïlande parce qu'il y avait l'armée américaine qui était à côté, hein, quand ils se battaient au Vietnam et au Cambodge. Hein. Eh oui, oui, c'est ça. Et qu'il lui fallait des exutoires de sortie, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas de données sur la Thaïlande avant Oui. l'arrivée des Américains, mais ce qui est certain, c'est que ce tourisme sexuel, sa base un petit peu, c'est cette histoire-là, Ben oui. C'est-à-dire l'armée américaine qui cherchait à aller dans les bordels, Oui, etc. c'est ça. Il y a quand même cette histoire-là qui peut expliquer peut-être pourquoi on assiste au phénomène, c'est vraiment dans ce secteur-là du monde qu'il y a le plus de tourisme sexuel. Il faut savoir que sur Internet, 1/4 à 1/3 des données sur Internet sont de la pornographie. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et dans cette pornographie, on va dire qu'il y a une part qui ne pose pas de problème particulier, mais il y a 2 types de pornographie qui posent des problèmes. C'est la pornographie violente qui pourtant est autorisée, et la pédopornographie qui, elle, est illicite et interdite, mais qu'on retrouve quand même beaucoup sur Internet. L'Union européenne a créé le Digital Service Act, de manière à ce qu'il y ait davantage de contrôle et puis à responsabiliser les géants d'Internet. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que les grandes plateformes, les grands moteurs de recherche doivent pouvoir, d'une part, permettre à leurs utilisateurs de facilement signaler les contenus illicites pour pouvoir les supprimer, mais aussi doivent eux-mêmes un petit peu regarder ce qu'il y a dans les contenus de manière à pouvoir, s'ils se rendent compte qu'il y a de la pédopornographie et d'autres contenus illicites, c'est pour l'ensemble des contenus illicites, eh bien, doivent pouvoir les bloquer, les supprimer. Alors, c'est vrai que ça a fait beaucoup débat parce que certains ont dit que c'était un peu liberticide, le fait que les moteurs de recherche puissent regarder, en fait, l'intérieur des contenus et qu'il faut effectivement être vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation politique, par exemple, que ça ne serve pas à la censure, ça, c'est certain. Mais à côté de ça, c'est vrai que quand on voit l'étendue de la pédopornographie, ça paraît quand même absolument indispensable qu'il y ait un petit peu des gendarmes sur Internet et puis que les géants du secteur soient quand même responsabilisés là-dessus. C'est bien gentil, les grandes idées de liberté, mais si cette liberté, en définitive, la conséquence de cette liberté pour les uns, c'est le viol des autres, et il faut peut-être quand même commencer à réfléchir et se dire que la liberté doit avoir des limites. Oui, ça c'est certain. Et ça fait une transition avec la pornographie violente. La pornographie violente, c'est un vrai problème parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas interdit. Et pourquoi je dis que c'est un problème? Eh bien, il y a 40 ans, il y a des psychologues sociaux qui ont fait plein d'expériences pour savoir si ça posait problème ou pas, la pornographie violente. Et ce qui est sorti de toutes ces études, donc faites de manière scientifique, dans des laboratoires auprès d'hommes, eh bien, c'est que effectivement, la pornographie violente rend les hommes qui visionnent ça plus agressifs, plus violents après le visionnage. Et ça, c'est bien ce lien de cause à effet qui a été établi. Donc, on peut dire que ça a un effet clairement nocif qui pourrait justifier que ce soit interdit. Et puis, l'autre grande raison qui pourrait faire que ce soit interdit, eh bien, c'est que, en fait, sur les tournages, souvent, c'est de la violence réelle. C'est-à-dire que quand dans la pornographie violente, on voit une femme se faire violer, en réalité, sur le tournage, l'actrice porno est vraiment en train de se faire violer. Donc, évidemment que ça pose des problèmes, puisque ça, c'est pour le coup, ça tombe sous la loi, c'est complètement illégal. Donc, de ce fait-là, eh bien, cette pornographie violente qui se développe de plus en plus au sein de la pornographie, qui elle-même se développe de plus en plus, donc vous voyez, c'est vraiment un phénomène en explosion, eh bien, il faudrait vraiment là-dessus beaucoup plus encadrer, poser plus d'interdits, eh bien, parce qu'il y a toujours un petit peu cette balance liberté-sécurité, et que là, il est question quand même de la sécurité des femmes et des enfants qui est en jeu. Exactement. On arrive à la fin de notre émission, là, et je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon également, comme dans d'autres cas d'ailleurs. Et on voit bien à la fin que beaucoup de choses dépendent en définitive des législateurs, des lois, et des lois au niveau international pour que les pratiques soient des pratiques normales et qu'on arrête de laisser faire un certain nombre de choses parce qu'on ferme les yeux, pour des raisons de liberté ou ainsi de suite. Mais le résultat est là. Si on ne fait rien, ça, on le voit bien, partout, ça se dégrade. Tout à fait. Dans ce domaine, comme dans d'autres, il est indispensable de se prendre la main et de dire ça suffit et il faut réagir.
Il faut effectivement, dans ce domaine, qu'il y ait beaucoup plus de répression, sortir de l'impunité. Et je dirais qu'il faudrait aussi beaucoup plus de prévention, hein. Vous savez, souvent on dit qu'il y a le débat entre prévention et répression. Moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'avec les violences sexuelles, au moins c'est bien, il n'y a pas de débat, parce qu'en fait, c'est tellement bas sur ces deux niveaux qu'il faut et beaucoup plus de répression et beaucoup plus de prévention. Mais effectivement, la prévention serait aussi absolument nécessaire, parce que ce qu'il faudrait aussi, c'est que la honte change de camp, en fait, hein, que ce soit les auteurs de violences sexuelles qui puissent subir l'opprobre social et le risque de l'exclusion sociale, et non plus les victimes, parce que dans tous les cas qu'on a évoqués, les migrantes, les femmes de victimes de viol dans les zones de guerre, eh bien c'est les victimes toujours qui ensuite sont exclues socialement. Donc c'est la double peine pour les victimes. Est-ce qu'il y a des associations caritatives de femmes pour faire des enquêtes ou pousser un peu ces dossiers auprès d'institutions internationales? C'est vrai que l'ONU mène quand même un certain nombre d'enquêtes sur ces sujets-là. Il y a aussi un certain nombre d'ONG. Je sais par exemple que Médecins sans frontières a mené des enquêtes sur les migrantes. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont menées, mais maintenant il faudrait pouvoir se saisir de ces données-là, beaucoup plus diffuser l'information. Un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est important et il faut que ce soit beaucoup plus diffusé. Et effectivement, ce que je pourrais dire peut-être aussi, c'est que finalement, MeToo était un peu comme un séisme, mais qu'il manque peut-être quelques répliques à ce séisme. Peut-être le MeToo des victimes de viols comme arme de guerre, le MeToo de l'exploitation sexuelle, et puis le MeToo de l'industrie pornographique. Pour moi, et en vous écoutant, moi je crois qu'il y a une phrase un mot que vous venez de dire qui pour moi résume toute la situation et qui est vraiment, je crois que nos auditeurs doivent répondre. Il est temps que la honte change de camp. Merci Alain pour ce mot de la fin. Et je crois qu'on est, Alain, Juliet et moi-même sommes très heureux de vous avoir eu sur le plateau. Merci. Si ça peut effectivement avoir une résonance sur tout ce qui se passe. Ouais. Et je fais le parallèle avec des émissions sur la mondialisation que nous avons faites. On parle souvent de la mondialisation heureuse, mais qui finalement n'est pas toujours heureuse. C'est le côté sombre de la mondialisation qu'il faut combattre. En tout cas, merci pour votre travail. Un grand merci à vous. Et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission sur Openbox TV. Merci, au revoir. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.